Salut à tous, c'est Amine de retour pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue nos post-mortem. Je vous rappelle le concept, après chaque élimination en playoff, on revient sur le parcours des éliminés et on se projette sur le futur. Aujourd'hui, on va du côté de Disney World avec le Orlando Magic, l'une des darlings de la NBA. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Tom, comment ça va? Ça va très bien, Amine. Écoute, content de parler d'une darling, on va dire la darling défensive, puisqu'on a la Ouais. darling offensive du côté d'Indiana, la darling défensive de la saison avec sur Orlando Magic qui n'était pas censé être en playoff et qui a quand même arraché sa qualification et plus qu'arraché qu'il a voilà 47 victoires d'une équipe qu'on n'attendait pas forcément et surtout qui a remporté la division Southwest, la division Southeast, pardon. Ouais, c'est un parcours extraordinaire de la part du Magic, hein, emmené par une jeune équipe, comme tu l'as dit, au profil très défensif, qui a su vraiment faire une excellente régulière. Donc, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter, pour ne rien manquer à nos podcasts. Comme d'habitude, n'hésitez pas, les 5 étoiles, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors Tom, ce Magic, après une très bonne régulière, comme tu viens de le dire, ils ont fait trembler, voire plus que trembler les Cavs. On était presque à espérer la qualification du Magic pour certains. Donc on perd donc en 7 dans cette série. Est-ce que tu peux nous la résumer, cette série, Tom? Bah, ils étaient à une mi-temps, hein. Ils étaient à une mi-temps, ils avaient bien fait le job au match à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui, entre guillemets, qui avait très peu de joueurs, qui avait déjà connu les playoffs, hein. Jonathan Isaac, Gary Harris, globalement, qui avait connu les playoffs. Sinon, là, et Joe Ingles. Hmm. Sinon, parmi les joueurs qui ont joué, il y a personne d'autre qui avait connu les playoffs. Donc, un projet très jeune, amené par un sophomore qui a été All-Star, hein, qui a été All-Star cette saison, et son lieutenant Franz Wagner. Et du coup, on a eu une série qui, je pense on peut la résumer et la séparer en deux. On a eu les 4 premiers matchs où les deux équipes ont littéralement dominé l'autre sur leur parquet. Puisque c'est vrai que dans cette série-là, tout le monde a gagné au final à la maison. Personne n'a gagné à l'extérieur et tout le monde a gagné à la maison. Vous voyez, parfois l'importance de l'avantage du terrain dans certains cas, quand les deux équipes sont proches, ça peut peut-être jouer. Donc on a eu une première partie de série avec notamment avec Jared Allen qui était présent et qui ensuite a disparu de la série pour cause de blessure et qui a forcé les Cavs à jouer autrement. Euh, dans cette série-là et qui a permis du coup qui a fait que les Cavs ont remporté aussi les autres matchs puisque le style de jeu qu'ils ont adopté leur a permis de se dépêtrer de cette défense du Magic. On a eu après du coup après ces deux matchs, on a eu 3 matchs plutôt serrés hein, qui se sont joués à couteau tiré. Un match 5 où je pense que les Cavs les Mavs peuvent avoir quelques regrets avec pas mal de ratés en fin de match. On a eu un très bon Paolo Banchero qui a su porter offensivement l'équipe, enfin, porter dans le sens de la création, puisque on a vu que voilà sur cette série là c'était vraiment un duel défensif. Les Américains aiment bien dire rock fight, un match un match à coup de pierre quoi pour se dépêtrer puisqu'on avait deux excellentes défenses même s'il y a eu certaines failles qui ont été trouvées du côté des Cavs. Mais globalement, sur la fin de la série, on peut retenir un très bon Paulo Banchero. On peut retenir également un Franz Wagner un peu timide, on va dire, un peu timide et un peu exploité en tout cas par Max Strus sur les déplacements à travers les écrans. Et on peut retenir aussi un beau Jalen Suggs. Alors globalement, je trouve que c'est une série qui a montré en fait qu'Orlando, même s'ils sont pas là par hasard, ils avaient pas prévu d'être là et qui avait encore pas mal de déficiences dans le roster, hein, globalement sur tout ce qui était création, puisque la création était littéralement dans les mains de Paulo Banchero tout le temps, et l'équipe était obligée de se remettre à son shot making, puisqu'il y avait très peu de joueurs qui étaient capables de créer quoi que ce soit sans décalage. On a eu beaucoup d'attaques frontales. Hein. Le Magic, c'est une équipe qui joue beaucoup de pick and roll et qui est l'équipe qui a joué on va dire la deuxième plus grosse part de son attaque sur du jeu de pick and roll ball handler, notamment avec Paolo Banchero, avec un peu de Markel Fultz, qui a donné quelques minutes des fois intéressantes, même si
Je trouve que sur la série, il a été un peu en deçà, hein, globalement. Je pense qu'on aurait pu en attendre un petit peu plus. Et donc, beaucoup d'attaques frontales, très peu d'attaques en mouvement. Et je pense que ça a montré vraiment la faiblesse, entre guillemets, de cette équipe-là sur la diversité qu'elle peut avoir offensive. Très peu de cuts, très peu d'actions loin du ballon, très peu d'actions off-ball, sachant qu'il y a tellement peu de menaces offensives que sur la majorité des drives ou même sur les pick and roll, ou même sur les isolations ou les post-ups de Paolo Banchero, on avait souvent 3 voire 4 joueurs des Cavs qui avaient à chaque fois un pied dans la raquette, ou du moins sur les gaps, ils étaient plus proches de la raquette que de leurs joueurs, ce qui ne permettait pas des bons angles de passe et qui forçait des tirs compliqués. Et donc voilà, c'est aussi la jeunesse de cette équipe-là où voilà, on a eu pas mal de mauvais choix, ou du moins des choix compliqués, hein. Donc, faut donner du crédit à la défense des Cavs. Mais je pense qu'il y a eu, notamment sur le match 6, Orlando le gagne, mais ils sont proches de le perdre. Ça se joue à une histoire de shot-making. Et là, sur la deuxième mi-temps du match 4, ils perdent un peu pied défensivement, notamment sur la défense de Max Strus, où Franz Wagner est un peu utilisé son manque de mobilité pour traverser les écrans est un peu utilisé contre lui, où du coup on a des positions pour Max Strus qui arrive à se faufiler à travers les écrans et puis qui est capable de déclencher. Mais globalement, je trouve que c'est une série qui est intéressante pour le Magic, qui avait commencé avec Jonathan Isaac en pivot, qui a finalement remis Wendell Carter. Il y a eu des petits ajustements qui ont été testés par-ci par-là. On a eu du Gary Harris à un moment, il a raté un match. Bon, ils se sont ajustés comme ils ont pu, mais voilà, c'était une équipe qui manquait de matériel pour proposer plus, et on voyait vraiment je pense qu'il y avait vraiment une différence globalement de niveau, et aussi au niveau du shot making. Vraiment, on voit bien la différence d'un côté quand tu as Donovan Mitchell et quand tu as du coup une équipe menée par Paolo Banchero. Ouais, finalement, en fait, avec ce qu'a construit Jamal Mosley, c'est-à-dire une défense vraiment très très bonne et une attaque à peine fonctionnelle, on va dire ça comme ça, qui est talent dépendant finalement par rapport à Banchero, par rapport à Wagner, ça représente bien ce qu'on imagine de ce genre de construction, c'est-à-dire un plancher très haut. Le fait d'avoir une très bonne défense t'offre un excellent plancher. Par contre, ça t'offre pas un plafond extraordinaire. Et ça s'est vu finalement, où même s'ils ont été assez héroïques pendant cette série, c'était difficile d'aller beaucoup plus loin avec ce plancher offensif qui est pas encore au niveau. Surtout que leurs bons joueurs défensifs sont jeunes, donc ils jouent beaucoup de matchs. Et du coup, quand eux, ils ont la capacité d'emmagasiner les minutes et de jouer beaucoup de matchs, là où certaines équipes vont perdre des joueurs sur blessure dans la saison. Alors oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont perdu Wendell Carter, mais qui a été bien suppléé du coup par Goga Bitadze, qui ensuite a disparu de la rotation. Et entre-temps, ils ont retrouvé Jonathan Isaac, qui a fait une grosse montée en puissance sur la fin de la saison, qui a appelé le ministre de la défense, hein, comme on l'appelle du coup du côté d'Orlando, qui du coup a contribué à donner ses talents défensifs. Mais quand tu regardes globalement l'équipe, le personnel est essentiellement défensif, et tu es presque sur une configuration un peu à la Minnesota, où voilà, tu vas défendre et tu vas espérer que ton générateur de tir te permette d'atteindre on va dire la 15e place, on va dire, en attaque. Ouais, ce qui pousse justement dans l'idée à ce que ce fameux générateur de tir, ce fameux talent dont tu dépends, doit être extraordinaire, parce que c'est là où on parle d'un Paolo Banchero qui fait une super série, mais qui est sur sa deuxième année de NBA, faut pas l'oublier, et qui justement, donc c'est peut-être évident que c'est un peu trop court, et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'était sûrement attendu, et le fait qu'ils étaient en 7, c'est plutôt une bonne nouvelle. On parle d'une équipe, justement, comme je l'ai dit, qui est très jeune. On peut considérer à peu près qu'ils sont en année 3 du projet, à peu près. Et justement, on va en parler, où en est la franchise de ce projet. Comme tu disais, ils sont à on va dire à la croisée des chemins, hein. C'est la partie la plus difficile, c'est-à-dire que tu commences à avoir de bons résultats. Donc, qui dit avoir des résultats dit du coup des attentes qui augmentent. Et tu as un moment où tu auras aussi des décisions à prendre sur des joueurs, parce que tu as pu identifier, entre guillemets, des choses qui ne fonctionnent pas pour ton équipe actuellement. Mais c'est ça la problématique avec les jeunes équipes, c'est que
vu qu'il y a énormément de jeunes joueurs dans ces équipes-là, il y a une progression organique et un skill set que tu vas être tenté d'aller chercher sur le marché parce que tu ne l'as pas aujourd'hui, ben, potentiellement, un de tes joueurs qui est déjà dans ton roster peut le développer. Et du coup, tu peux te retrouver à utiliser des assets pour un skill set qui finalement a été développé par un joueur et finalement, tu vas pas, ça serait pas du coup une optimisation, enfin, ce serait pas une utilisation optimale des ressources. Là où peut-être qu'il va falloir, dans certains cas, il est plus intéressant de pouvoir renforcer ses forces en limitant un peu les faiblesses plutôt que partir dans le sens inverse. À prendre un joueur entre guillemets qui pourrait combler une partie des grosses faiblesses qui ont été affichées, mais qui du coup plombe un peu l'équilibre sur lequel était l'équipe. Oui, c'est-à-dire ajouter aujourd'hui, pour vulgariser un petit peu, par exemple, ajouter aujourd'hui du shooting, ce qui manque beaucoup du côté d'Orlando, pardon, du côté d'Orlando, pour enlever de la défense, c'est pas forcément ce qui va t'améliorer. Aujourd'hui, l'idée, c'est de garder tes points forts en y ajoutant quelque chose en plus, surtout. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça, et on va y revenir un petit peu plus tard sur les différents points du coup qu'on devra aborder puisque la diversité offensive est l'un des premiers points. Eh ben, allons-y tout de suite, Tom. On va passer justement au gros morceau de ce podcast. On va parler des 3 problèmes à régler. Et le premier de ton problème à régler, tu viens d'en parler, c'est l'ajout de diversité offensive à l'équipe. Tom, je te laisse en parler. C'est ça, c'est que Orlando, on va dire que c'est une attaque, on va dire très classique, pas hyper moderne. Après, c'est vrai que les profils sont essentiellement des profils défensifs. Il y a très peu de jeux en mouvement, très peu de choses qui se passent loin du ballon. Et même quand il y a des choses qui se passent loin du ballon, par exemple, la défense des Cavs ne réagissait pas du tout. Du coup, les leurres, en fait, les leurres ne servaient même pas de leurres puisque la défense ne mordait pas et se concentrait sur les principaux ball handlers. Donc, par rapport à la diversité offensive, il y a 3 choses, je pense qu'on peut se noter. La création balle en main, puisque on a vu énormément Banchero prendre des tirs difficiles après un pick and roll ou après une séparation qui n'est pas très claire. Après Banchero, ce qui est intéressant pour lui, c'est que en fait, vu qu'il est souvent défendu par un joueur plus petit, il a toujours la possibilité de se rapprocher du cercle et de tirer par-dessus le joueur. Par contre, la problématique qu'il a, c'est qu'il tire quand il tire, il y a souvent un joueur entre lui et le panier. Il a très peu de tirs en fait qu'il arrive à se créer sans être totalement contesté. Donc il va falloir potentiellement amener un ball handler un petit peu plus dynamique qui permet aussi de le suppléer là-dessus puisque on a vu Jalen Suggs qui est intéressant, mais uniquement sur du jeu de transition. Mais à partir du moment où ça commence à être du jeu arrêté, il a pas mal de mal à créer de la séparation. C'est pas quelqu'un qui est très fort pour snake aussi le pick and roll. Alors, par rapport à sa première saison, Jalen Suggs, par rapport à sa première saison, c'est le jour et la nuit, notamment au niveau du shooting. Mais on se rend compte qu'au niveau du ball handling, c'est pas ça. On a des fois Cole Anthony qui peut dépanner sur du ball handling, mais encore une fois, c'est pas assez. Fultz, c'est pas assez. Et on a de temps en temps Franz Wagner, mais du coup, donner peut-être, Franz Wagner pour moi, c'est pas là qui est sa qualité principale. C'est quelqu'un qui est intéressant pour exploiter, par exemple, un décalage quand il est déjà fait, vu qu'il a, notamment par rapport à sa taille quand il est balle en main, et qui a des problèmes un peu de shooting. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il soit un peu balle en main, mais il reste quand même une menace puisque les équipes, on va dire, le défendent un peu malgré ses pourcentages moyens, en tout cas cette saison. Donc il va falloir un peu de dynamisme balle en main. Moi, je pense aussi qu'il va falloir un peu de chaos loin du ballon. Donc par exemple, alors je pense pas que ça arrivera et il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Alors c'est vrai que Orlando, on parle de shooter. Moi, par exemple, un gars comme Duncan Robinson, dans une équipe comme ça, pour moi, c'est intéressant parce que tu as 2 façons d'apporter du dynamisme. Soit tu récupères un ball handler beaucoup plus dynamique qui va te permettre de générer des décalages et de forcer la défense à réagir à lui. Soit tu amènes une menace off-ball qui va du coup faire paniquer la défense loin du ballon
pour pouvoir permettre à ton ball handler principal d'avoir de meilleures solutions et d'avoir plus d'espace. Ouais, Donc, je c'est. trouve que... Ouais, Oui, vas-y. vas-y. Excuse-moi. Ah, vas-y, tu peux, vas-y. Oui, mais c'est juste parce que tu parles de Duncan Robinson. Alors, Oui. effectivement, en plus, la version 2024 est encore plus intéressante aujourd'hui, mais on a toujours ce problème de ne pas déséquilibrer quelque chose qui fonctionne déjà aussi avec ce type de profil. C'est souvent le problème des excellents shooters, on va dire. Après, tu vois, la décharge de Duncan Robinson, il est grand. Oui. Donc il peut quand même opposer une résistance, tu vois. Par exemple, dans les choix que moi j'ai trouvé un petit peu douteux, par exemple de Mosley défensivement, tu vois, dans le match 7, on le voit mettre Jonathan Isaac du coup sur Donovan Mitchell pendant quelques possessions. Mm. Sauf que en faisant ça, non seulement tu perds une partie de sa force. Un peu comme les Suns avec Kevin Durant, hein. Tu perds une partie de sa force parce que voilà, il n'est pas forcément le plus à l'aise là-dessus, notamment face à un joueur comme Donovan Mitchell. Très Mais ça veut dynamique. dire que les roamers sur ces actions-là, enfin sur quoi on fait les screenshots, les roamers sur ces actions-là, c'était Joe Ingles et et du coup Cole Anthony horreur. Donc je veux dire qu'une fois que Donovan Mitchell il passe le premier rideau, il y a personne qui va pouvoir le stopper pour aller au bout. Et dernière chose que je trouve qui est intéressant avec cette équipe dans la la diversité du jeu offensif, c'est que c'est une équipe qui a la chance entre guillemets d'avoir un pivot qui est capable de Oui. s'écarter et qui prend des tirs de loin. Donc ça c'est quelque chose qui n'utilise pas assez, même si on peut avoir Wendell Carter qui prend des tirs notamment à 45 degrés. Mais je trouve que c'est quelqu'un dont le spacing global n'est pas utilisé, et avoir un ball handler un petit peu plus dynamique et avoir un jeu un petit peu plus dynamique, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui peut s'écarter, qui est capable de jouer des dribble and off, qui a aussi un jeu de passe intéressant. Je pense que ça peut contribuer à ajouter de la diversité à cette attaque, en plus du coup des signatures qu'il pourrait y avoir. Ouais, je suis assez d'accord justement. Wendell Carter, il a un super profil, hein, c'est un super joueur, mais qui est déjà bien utilisé en un sens du côté d'Orlando, mais qui pourrait être encore plus maximisé justement par l'arrivée d'autres joueurs. Effectivement, je pense que tu as tout résumé, hein, l'arrivée d'un joueur, un deuxième joueur ball dominante pour déjà soulager Paolo et puis offrir plus de gravité, et puis du shooting, hein, ça c'est évident. Tout le monde en parle justement actuellement. Tous les noms sont accrochés à Orlando dès qu'ils apportent ne serait-ce qu'un peu de spacing. Donc je pense que ça fera partie des objectifs. On va passer à ton deuxième point à régler, Tam, et c'est un point financier. Les prolongations de contrat de Franz Wagner et de Jalen Suggs qui arrivent très bientôt. C'est ça, ce sont des joueurs qui ont été draftés en 2020 2020 ou 21, hein. je sais plus. Je crois 2020. Oui, ils ont été draftés. 21. Ils sont en troisième année. Ils sont en troisième année. Oui, ils sont en troisième année. Donc, ils ont été draftés en 2021. Donc, c'est des joueurs qui ont été draftés en 2021 et du coup qui à l'intersaison entre la troisième et la quatrième année, qui peuvent se voir proposer une prolongation de contrat qui débutera à l'année 2025. Alors, pourquoi c'est quelque chose de clé? C'est que l'année 2025, c'est l'arrivée en vigueur normalement du nouveau contrat télé. Donc, ça veut dire que, contrairement aux joueurs qui ont été signés cet été, on sait que lorsque le nouveau contrat télé sera mis en vigueur, le salary cap va augmenter de 10% chaque année, normalement au maximum. Les augmentations annuelles sur les contrats, notamment que vous pouvez signer avec les bird rights, c'est de 8% annuel. Donc ça veut dire que tous les joueurs, par exemple, qui sont signés avant le contrat télé, qui ont des augmentations dans leur contrat de 8%, ben, leur contrat, au fur et à mesure que le salary cap va augmenter, va peser moins, puisque la vitesse à laquelle augmente leur contrat est inférieure à la vitesse à laquelle augmente le salary cap. Dans le cas de Franz Wagner et de Jalen Suggs, qui sont du coup les deux joueurs qui sont éligibles à cette prolongation, ils vont tomber directement sur l'année 2025. Donc ce bénéfice-là, on l'oublie. Ils vont arriver sur l'année où le salary cap va littéralement augmenter. Donc normalement, selon les projections, l'année prochaine, on devrait être aux alentours de 141 millions. Mais au moment où leur contrat sera viable, où leur contrat va prendre effet, s'ils sont signés sur un pourcentage du cap,
le salary cap sera à environ 155 millions. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? On arrive au point. C'est-à-dire que je pense que si on prend on va prendre le cas de Franz Wagner, qui est un peu l'ailier à tout faire, un peu l'ailier darling aujourd'hui à NBA avec Trey Murphy. Alors que je pense que c'est deux joueurs qui auront des prolongations de contrat potentiellement similaires. Je pense que on peut partir sur deux joueurs globalement pour le montant de contrat qui pourra avoir Franz Wagner si jamais il n'est pas au max. Moi, je doute qu'il ait un contrat max, mais sait-on jamais, c'est possible. Moi, je vois quelque chose aux alentours entre, par exemple, Devin Vassell et Desmond Bane. Pour rappel, Devin Vassell a signé une extension de 135 millions sur 5 ans et Desmond Bane, lui, a signé pour 197 millions sur 5 ans. Donc, je trouve qu'on pourrait être dans cette fourchette-là pour Franz Wagner. Dans le cadre de Jalen Suggs, moi, je partirais plus sur des choses comme un contrat potentiellement, comme on a vu avec Lonzo Ball ou dans le range Lonzo Ball, George Hart, Derrick White, par exemple, potentiellement Marcus Smart, mais plus Lonzo Ball. Donc, aux alentours de 16% du cap et Derrick White qui a été signé, lui, aux alentours de 13% du cap pour sa première année. Et en fait, vu le niveau et l'augmentation du cap, ça fait de gros montants. Parce que quand on va chercher, donc par exemple pour Franz Wagner, donc si Franz Wagner, il signe uniquement pour 20% du cap. On rappelle que une prolongation max pourrait débuter à 25% du cap. Si Franz Wagner, il commence à 20% du cap, ça veut dire que sa première année serait à 31 millions. 31 millions. Aujourd'hui, il serait à 7 millions pour sa dernière année. Donc, ça fait déjà 24 millions d'écart entre sa dernière année de contrat rookie et sa première année de contrat. Mais là, c'est uniquement 20% du cap. Hein. On est raisonnable. On a dit 20% du cap. Jalen Suggs, si on se base sur à peu près ce qu'a touché Lonzo Ball, on est sur du 16% du cap. Donc, 16% du cap, ça fait quand même 25 millions. Ça fait quand même 25 millions pour un joueur qui serait à 9 millions sur sa dernière année. Donc, globalement, ça fait 16 millions d'écart. Donc, en gros, si on prend les deux contrats de ces joueurs-là avec l'estimation, on aurait 40 millions d'écart entre leur dernière année de contrat rookie et leur première année de deuxième contrat NBA. On rappelle, il n'y a que 30% d'écart, il n'y a que 30 millions d'écart entre le montant du salary cap et le montant de la luxury tax. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ces joueurs-là, ça va être des dossiers très importants. Et du coup, pour l'utilisation du cap space dont on parlait et pour aller chercher des joueurs, il faudra prendre en compte que ces joueurs-là vont beaucoup être augmentés. On n'a même pas encore parlé de Paolo Banchero. Donc, utiliser tout le cap space sur plusieurs saisons. Parce que, tu vois, on entend parfois Orlando parler de Paul George. On entend par exemple du Anthony Simons, ou on entend peut-être du Buddy Hield. En fait, sur des joueurs avec des profils comme ça, si tu vas donner, je sais pas moi, 20 millions sur 3 ans, 4 ans à Klay Thompson, ça veut dire qu'à un moment donné, tu auras un bouchon dans ta salary cap, tout simplement parce que les joueurs qui font que tu gagnes aujourd'hui vont avoir de grosses augmentations et ces augmentations arrivent très vite. Et ces augmentations arrivent très vite et elles auront un poids conséquent puisque le salary cap augmente. Oui, c'est toute la question de savoir si faudrait savoir dès aujourd'hui si au niveau des propriétaires du côté d'Orlando, on sera prêt à payer la luxury tax tout simplement dans 2 ans, dans 3 ans à peu près. Exactement, exactement. C'est là le point où je voulais en venir, c'est que toutes les décisions qui vont être prises à l'intersaison le seront par rapport à ce qui va arriver cet été et l'année prochaine par rapport au contrat de Paolo Banchero. Donc, si vous voyez que l'équipe n'utilise que 10 millions, n'utilise pas tout le salary cap, c'est pas forcément parce qu'ils sont petits bras, c'est parce que eux, ils ont déjà des projections sur le futur que nous, on n'a pas. Oui, et même qu'on commence à avoir, hein, avec tout ce que tu nous as expliqué, grâce à ça, on y voit clair. Forcément, si tu signes des joueurs avec des gros contrats à cette intersaison et que tu fais les prolongations dont tu as parlé, tu seras dans la luxury dans 2 ans, en fait, au moment de la signature du deuxième contrat de Paolo Banchero. Donc,
c'est des choses qu'il faut calculer bien en avance et forcément, ça va jouer sur l'avenir du Magic et dès cette intersaison. On va passer au troisième problème à régler, Tom. Et on va parler d'un joueur qui, comme tu me l'as dit juste avant l'enregistrement du podcast, sera le plus gros contrat de Orlando Magic la saison prochaine. On va parler de Jonathan Isaac, la renaissance, la résurrection, un peu comme un phénix cette saison de Jonathan Isaac, qui a été un défenseur extraordinaire. Il l'était déjà avant ses blessures, mais là, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vu qu'on était content pour lui. Hein. Clairement, je pense que toute la sphère NBA était content de revoir Jonathan Isaac à ce niveau. Maintenant, il est temps de se poser la question de sa place dans le projet du Magic. Je te laisse en parler. C'est ça, parce que pour moi, c'est un joueur qui est très important dans le projet du Magic aujourd'hui, mais peut-on vraiment compter sur lui? C'est ça aussi, parce que c'est quelqu'un qui a raté énormément de matchs, qui a qu'on va dire, qui est injury prone, hein, qui a oui. une propension à se blesser. Et c'est vrai que quand il a la possibilité de jouer, ça reste un joueur exceptionnel hein, sur le plan défensif, mais qui pourrait être limité, qui pour moi ne devrait pas jouer plus de 20 minutes. Franchement, 20-25 minutes à cause de l'attaque. Voilà, 20-25 minutes grand maximum. Là, on l'a vu par révélateur, parce qu'il avait déjà joué les playoffs dans la précédente itération du coup de cette équipe. Mais là, on l'a revu du coup en playoff, donc de bonnes minutes défensives, mais offensivement, ça a été très compliqué pour lui. On le sait, hein, les équipes ne vont pas surréagir au fait qu'ils mettent deux tirs, deux jumpers. Ils vont le laisser prendre ses tirs littéralement, puisque il fait plus de mal quand il est proche du cercle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a des proportions à se blesser et qui, encore une fois, tu vois, là, on a dit c'est le plus gros salaire et on l'a dit un peu pour Philadelphie et Joel Embiid. Est-ce que ça vaut le coup dans le futur de miser beaucoup sur lui, sachant que c'est quelqu'un qui peut potentiellement être absent? Et est-ce que c'est pas quand même intéressant d'avoir, par exemple, si on prend leur rotation actuellement, un joueur comme Goga Bitadze ne devrait pas revenir la semaine dernière, parce qu'il a été enterré au niveau des minutes malgré avoir rendu de bons services du coup en l'absence de Wendell Carter, mais aussi parce que quand tu prends le front court, Mo Wagner, il apporte quelque chose de différent. Il y a Wendell Carter. Tu as Paolo Banchero. Tu aimerais aussi jouer Paolo Banchero un petit peu en poste 5 comme il a fait avec Team USA. Et tu as aussi Jonathan Isaac. Donc, tu ne vas pas aller ramener un 5e pivot, globalement, qui pourrait espérer des minutes. Sauf que ça, c'est dans le cadre où tu comptes sur Jonathan Isaac. Ou du moins, tu te dis qu'il va pouvoir me donner des minutes et je vais pouvoir compter sur lui. Donc, pourquoi? Alors, c'est un joueur hyper important dans le projet, mais pour moi, c'est une problématique si il faut absolument compter sur lui pour que l'équipe soit au maximum de ses capacités. Oui, comme tu l'as dit, c'est le problème des blessures. Hein. Il y a eu des absences très longues. Hein. On l'a pas vu quasiment pendant 2 ans, hein, il me semble, oui. Jonathan Isaac. Donc forcément, il se pose la question de est-ce que il est viable aussi longtemps. D'ailleurs, son contrat du côté d'Orlando avait été avec beaucoup d'astérisques à l'époque lorsqu'il avait signé ce contrat pour ne pas avoir à s'en mordre les doigts. Donc la question est légitime, alors qu'il sort de sa meilleure saison depuis longtemps, forcément, puisqu'on l'avait pas vu. Il se pose quand même la question de savoir s'il fait partie vraiment du projet. Comme tu l'as dit, pour normalement 20 à 25 minutes lors de gros matchs de play-off, pas plus. Hein. Donc, c'est de l'argent alloué qui pourrait être alloué différemment. Je pense qu'il faudra poser la question à la direction générale du côté d'Orlando de savoir s'ils veulent le garder ou pas. C'est ça. Alors, pourquoi moi ça m'a interrogé, c'est qu'on a vu qu'ils ont débuté la série avec lui au poste de pivot, à lieu et place de Wendell Carter. Et si, par exemple, ils décident d'en faire le pivot titulaire, ça peut peut-être, et on sait que voilà, on a parlé du profil de Wendell Carter tout à l'heure, ça peut être un domino à l'échelle de la ligue, puisque si tu mets Wendell Carter sur le marché, beaucoup de gens vont venir toquer à ta porte. Ça, c'est sûr. Beaucoup de gens vont venir toquer à ta porte. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'interroge du coup la place de Jonathan à Isaac dans le projet. Est-ce que c'est plus en tant que joueur de complément du 5 majeur avec, voilà, c'est un bonus quand il est là et quand il est pas là, ben, on a quand même une équipe qui est cohérente sans lui, ou ça s'inscrit vraiment comme une des pièces maîtresses
dans le projet, un peu comme le quatrième joueur le plus important du projet. Et là, il y a d'autres questions à se poser. Ça peut avoir un effet au global sur la ligue. Ouais, je pense qu'on a tout dit sur Jonathan Isaac. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus. Ouais. Mine de rien, ça va vite. On va passer à la dernière partie de ce podcast, dossier sous-coté. Alors, tu m'as noté que ça sera donc le dossier sous-coté sera le décollage bien malgré eux à cause du niveau de la conférence. Tu l'as rappelé tout à l'heure, ils sont champions de la South East. Donc bye bye la loterie. Exactement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui potentiellement. Alors, ils ont j'ai vu au niveau de leur choix de draft, ils ont un pick normalement qui vont pouvoir récupérer l'année prochaine de Denver dans le cadre du coup du transfert d'Aaron Gordon. Et ils ont aussi un first swap à 4. Il y a un swap à 4 sur un pic de Phoenix. J'ai l'impression que ce sont des vautours. Il y a 4 vautours autour d'un pic de Phoenix là, avec Memphis, Washington et Orlando du coup, voilà, il y a un swap entre eux en 2026 globalement. Donc c'est une équipe qui a tous ses pics de draft, qui a aucun pic qui va partir et qui a la possibilité d'avoir 2 pics supplémentaires pour pouvoir renforcer son effectif, mais qui normalement ses propres pics ne pourront plus lui permettre de récupérer des joueurs à la draft hors blessure. Alors, on sait que dans l'effectif, il y a quand même 2 joueurs qui ont été draftés, qui ont très peu joué cette saison. On parle essentiellement d'Anthony Black, qui a eu quelques minutes en début de saison, en milieu de saison, et puis qui, au fur et à mesure, est sorti de la rotation. Anthony Black, qui est vraiment un joueur plutôt axé défensif, et c'est pas forcément ce dont avait besoin l'équipe, même si je pense que c'est lui qui devrait reprendre le rôle de Fultz. Par exemple, de rôle de Fultz, ouais, je pense que c'est lui qui va reprendre le rôle de Fultz puisqu'il est déjà là. Et on a Jet Howard qui est un joueur un peu estampillé shooter, moi que je ne connais pas énormément. De ce que j'ai pu voir pour lui, c'est du coup c'était un des meilleurs shooters de la dernière draft, mais qui n'a pas pu s'exprimer. Du coup, on l'a vu un peu dans le garbage time, je crois, du match 2 ou 3. On l'a vu un peu dans le garbage time, mais voilà, globalement, c'est quelqu'un qu'on a très peu vu et sur qui l'équipe va peut-être pouvoir compter. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, la loterie c'est fini et qu'il va falloir soit faire des identifications pour pouvoir aller plus haut, ou du coup utiliser utiliser les tours de draft pour ramener des joueurs qui pourraient fitter leur roster. Ouais, c'est en fait tout ce qu'on a dit pendant ce post-mortem et ça finit justement avec ce que tu viens de dire et cette conclusion aussi, c'est que bien que la saison a été ultra positive, les playoffs ont été malgré l'élimination au premier tour très positifs, on est à une période charnière où ils doivent prendre toutes les décisions maintenant pour un projet qui va se présenter pour 3 ou 4 ans à l'avenir. Donc, et effectivement, le fait d'utiliser ces pics aujourd'hui, ce serait peut-être pour ramener d'autres joueurs. Donc, Orlando est à la croisée des chemins, de manière positive, mais ils sont à la croisée des chemins. Moi, leur situation, elle me rappelle un peu la situation de Minnesota, ouais, juste avant le trade de Gobert. C'est-à-dire qu'ils font leur première apparition en playoff face à Memphis. Ils arrivent en playoff, ils se disent « Ah, on n'est pas loin ». Ils se disent, on n'est pas loin, il nous manque un petit quelque chose, et ils font un gros move. Ils font un gros move qui n'a pas fonctionné, entre guillemets, la première saison, mais qui, sur cette saison, même si le move était critiquable par rapport à la notion de timeline pour Anthony Edwards, mais ils ont estimé que Anthony Edwards était déjà prêt pour être le leader du coup d'une équipe défensive. Et quand on regarde cette saison, on peut se dire que le management a eu raison, même s'ils ont quand même, ça a coûté très cher. Donc, il y a le pas, je pense que Orlando est un peu, comme tu disais, à la croisée des chemins, et qui peut faire soit l'option, on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes et construire pas à pas, ou soit l'option de se dire, comme Minnesota, Paolo Banchero, il a été All-Star cette année. On pense que voilà, il ne pourrait que s'améliorer. On a potentiellement Franz Wagner qui est un joueur très solide à l'aile. On a Jalen Suggs
qui a montré, qui a beaucoup progressé, hein, Jalen Suggs qui a beaucoup progressé par rapport à cette saison et qui est un des meilleurs défenseurs du point d'attaque, notamment sur tout ce qui est navigation des écrans, tout ce qui est deny, pour deny les joueurs loin du ballon et même pour la création, la provocation de turnover pour tout ce qui est déflexion ou même génération de perte de balle. Donc, on peut aller chercher, on peut récupérer, garder ce noyau de joueurs-là et aller chercher un joueur offensif, un peu la version du trade. Ce serait quoi, tu vois, leur version du trade de Rudy Gobert? Ce serait, je sais pas moi, Trae Young, par exemple. Ouais. Un mec qui est au supermax. Tu récupères un mec qui est au supermax, qui élite d'un côté du terrain sur lequel toi, tu as des difficultés. Et tu te dis, ben ok, on essaie pendant 2-3 ans. Et après, on voit comment on fait pour payer tout le monde. Donc, tu peux avoir cette version-là ou tu peux avoir la version, entre guillemets, Memphis ou voire potentiellement OKC où tu récupères tes choix de draft. Tu construis en interne. Voilà, tu prends le temps pour construire, pour essayer de construire sur du plus long terme. Mais on le sait, aujourd'hui, en NBA, rien n'est garanti. Et être proche une saison ne veut pas dire que tu seras proche la saison d'après. Oui, il se passe très vite des choses parfois, et surtout que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop dit pour l'instant dans les post-mortem. On a fait plusieurs post-mortem de la conférence Est, mais on était quand même sur une conférence Est très très faible cette saison. Donc il faut quand même le préciser. Le Magic fait une super saison, mais dans une conférence Est qui a pas été aussi faible depuis longtemps, sachant qu'on a souvent des problèmes sur cette conférence, mais mine de rien, cette année, c'était particulièrement faible avec les blessures, avec les absences et certaines équipes dont le projet a eu du mal à décoller. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour, Tom, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Globalement, moi, comme je dis, les choses que je pourrais rajouter, c'est que les cibles qu'on entend souvent pour la free agency, on entend, free agency et l'intersaison, on entend souvent du Anthony Simons, potentiellement du Malik Monk. J'ai beaucoup entendu Klay Thompson aussi. Klay Thompson aussi, qu'on entend beaucoup. Moi, je pense, désolé Amine, mais moi, je pense que la cible s'il devait faire 2 signatures, pour moi, ce serait Malik Monk et DeAnthony Melton. Je pense pas que ce sera possible, donc je pense plus en signature. Tyus Jones, je pense que c'est quelqu'un qui leur rapporterait beaucoup. Ce serait un stopgap, puisque même si c'est c'était l'un des meilleurs meneurs backup de l'NBA, mais c'est pas il doit être 25e meneur titulaire globalement, donc ça va pas énormément leur changer. Tu vois, si Fred VanVleet il était disponible à cette intersaison-là, je pense qu'il aurait fallu le faire, par exemple. Ce que Houston a fait l'an dernier pour VanVleet, je pense qu'il aurait fallu le faire avec Orlando, puisque lui, même il emmène un petit peu plus d'attaque, sans trop enlever le côté défensif. Là où Tyus Jones, tu vois, ça reste quand même un joueur petit, il n'est pas hyper dynamique, mais c'est quelqu'un qui est plutôt propre. On a vu qu'ils ont eu pendant les playoffs pas mal de problèmes de perte de balles. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt propre et qui pourrait aussi aider au niveau du guard play et à utiliser différemment Paolo Banchero sans qu'il soit tout le temps balle en main. Donc pour moi, ça va être, mais je pense que Melton, franchement, s'ils arrivent à faire Melton à la place de Gary Harris, désolé, je leur souhaite pas. S'ils arrivent à faire Melton à la place de Gary Harris, ce serait vraiment une bonne addition. Et Duncan Robinson, s'ils arrivent à l'avoir entré, ça serait vraiment très bien aussi pour vraiment le côté KO, pour générer un leurre pour que Banchero ait un petit peu plus de place. Juste, je pose la question parce qu'on on a pas mal parlé. On parle beaucoup de Paul George en ce moment, vu que effectivement il fait jouer les leviers du côté de toutes les équipes pour prolonger à Los Angeles. J'en suis presque convaincu. Juste d'un point de vue théorique, Paul George a ajouté à cette équipe. Qu'est-ce que tu en penserais, parce qu'on en a pas mal parlé aussi. D'un point de vue théorique, en fait, dans l'idée de rajouter cette fameuse star, et là, d'un joueur capable de porter le ballon, de décharger aussi Paolo Banchero, de porter le ballon, mais aussi du coup de pas t'exposer défensivement, donc ne gâche pas ton ambiance collective finalement, ton point fort, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est une bonne idée. Si c'est possible, c'est une bonne idée. Mais comme on l'a dit... Oui, d'un point de vue théorique, tout le monde veut Paul George. C'est ça. C'est ce qu'on a dit avec les Sixers. Tout le monde veut Paul George d'un point de vue théorique, sachant que ça te ferait un très grand starting five, globalement. Ouais. Ça te ferait une équipe élite, encore une fois, défensivement, avec beaucoup plus de dynamisme offensif. T'ajoutes du spacing et de la création pour lui et pour les autres. Donc, à l'aile.
Ouais, en plus. incroyable. Donc oui, oui, c'est vrai que ce serait le jackpot. Mais même si Orlando est en Floride, on connaît, voilà, il y a pas de taxes, Ça fait pas rêver non plus. voilà. Bah, pour un joueur comme Paul George qui a choisi Los d'aller à Angeles. Los Angeles, qui a choisi d'aller à Chez Los lui. Angeles, je le vois mal, tu vois, je le vois mal devenir le Al Horford, tu vois, je le vois mal devenir le Al Horford de Boston, quoi. Ouais. Ouais, je Donc, suis assez d'accord. quitter une situation où il est avec des vétérans pour aller. Je pense que le projet sportif est intéressant. Dans la théorie, ça fait sens. Mais si, encore une fois, hein, s'il doit quitter, je le vois plus aller, genre avec Joel Embiid, Oui, comme c'est ça. ce que je pense aussi. Voilà. La seule chose, je pense, qui pourrait potentiellement le faire hésiter par rapport à cette équipe d'Orlando, c'est le fait que les stars jouent et Hmm. ne sont pas blessés. Ouais. Donc potentiellement, lui, il pourrait plus se pacer, entre guillemets, durant la saison régulière et pour pouvoir économiser son énergie et être utilisé un peu comme le vétéran, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis le retour à l'Est où, voilà, c'est un petit peu plus simple, on va dire, entre guillemets, à l'Est. Écoute, je pense qu'on n'a pas fini de parler de Paul George pendant tout l'été, hein, vu que c'est le free agent que tout le monde veut, hein, évidemment. Donc, on en reparlera dans d'autres post-mortem, je pense. Mais aujourd'hui, on a terminé avec le Magic. On a fait un peu long, mais je pense qu'on a tout bien dit sur le Orlando Magic. Un dernier mot, Tam, avant de nous quitter? Bah, non, c'est bon, hein, on a tout dit. Sinon, on va se retrouver suspendu par le boss, Ben qu'on salue, du coup, au pays du matin calme, comme il aime bien l'appeler. Très bien. Bon, on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. À bientôt. Salut. Salut, merci Amine. Merci à toi.